Morning Business, le débat. Et Nicolas Dose a retrouvé Jean-Marc Daniel. On va parler. Quel bonheur. Quel bonheur. On va pouvoir parler latin. On va pouvoir parler latin et aussi parler de l'ascenseur social qui fonctionne moins bien qu'ailleurs. C'est ce que nous a dit une étude de l'Institut des politiques publiques. C'est ça. Ils ont regardé en fait la génération 1972-1981 et ils regardent ces gens-là quand ils ont entre 35 et 45 ans, dans quelle situation se trouvent-ils comparés à leurs parents. Alors il y a deux conclusions importantes. C'est que la France se distingue vraiment des autres pays dans le bon sens du terme cette fois-ci, pour la faiblesse de ces inégalités monétaires. On sait qu'on a un système de redistribution qui, en plus, quand on ajoute la gratuité des services publics, fait qu'on a les inégalités monétaires les plus faibles des pays de l'OCDE. Mais l'IPP nous indique que la France se distingue dans le mauvais sens du terme, cette fois-ci, par son déterminisme social. L'enfant qui est né dans une famille pauvre, il a de grandes chances de le rester une fois qu'il sera adulte. Il donne un chiffre. Il y a moins de un enfant sur 10 qui est né dans la catégorie des 20% les plus pauvres, qui accédera à la catégorie des 20% les plus aisés lorsqu'il sera arrivé à l'âge adulte. Alors pourquoi on en est là et pourquoi ce déterminisme social joue à plein? L'explication de l'IPP dit que c'est en raison des défauts en fait de l'enseignement supérieur, de la difficulté pour les moins favorisés à accéder à l'enseignement supérieur. Là encore, ils donnent des chiffres entre les 20% les plus pauvres et les 20% les plus aisés, et l'écart est très très important. Donc on a plus de difficultés à accéder à l'enseignement supérieur et c'est là que se fera la différence. Voilà. Et ensuite, on se dit quelle est la solution? Alors, pour une fois, c'est pas un impôt, c'est pas une taxe sur les riches. Non, mais c'est pas mal, parce que venant de l'IPP, quelquefois, ça pourrait être ça, l'issue. Attendez, Jean-Marc n'a pas donné son avis. Et donc, on se dit, quelle est la solution? La solution, je trouve qu'elle est assez pertinente, parce qu'ils ont rajouté un élément géographique. Ils ont vu qu'en fait, cet ascenseur social en panne n'était pas en panne de la même manière, et pas en panne de manière aussi puissante en fonction des endroits. Quand vous êtes dans un département où il y a beaucoup de chômage, comme les Hauts-de-Seine, c'est là où ça fonctionne relativement mal. Quand vous êtes en Île-de-France, qui est un département plus dynamique, c'est là où ça fonctionne beaucoup mieux. Et d'ailleurs, ils ont observé que ça fonctionnait beaucoup mieux à proximité de la Suisse. Et bien, parmi les solutions, ils mettent en avant la mobilité géographique. La mobilité géographique, je pense que c'est un élément clé. Et là, ça fonctionne très 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 mal. Et c'est pas avec la panne du logement qu'on vit aujourd'hui qu'en plus ça va s'améliorer. Mais c'est pour ça que tout nous ramène à la question de l'école. On a déjà souvent dit que c'était probablement le premier problème économique de la France. Et en fait, tout nous ramène à la question du logement très très vite derrière. Jean-Marc, vous avez lu dans le détail cette étude? Oui, ça m'a confirmé un peu ce qu'était cet institut, qui a effectivement des qualités sur le plan du travail, des statistiques maniées. Mais pour moi, c'est un repère AIRE de piquettiste, et donc ça ne peut pas être un repère ERE sur le plan économique et social. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est un repère de gauchistes? Oui, absolument. Oui, il y a au départ, ils ont déjà la conclusion de leur c'est pas du latin, mais c'est pour que les gens comprennent. Voilà, absolument. C'est du français, repère et repère. Voilà. Bon. Et donc, je veux dire quoi? C'est-à-dire que le travail d'un économiste, ça commence d'abord par regarder les faits, ensuite en tirer effectivement des hypothèses, et ensuite vérifier ces hypothèses de nouveau par une confrontation statistique avec la réalité. Or là, on sent bien qu'on part au départ avec cette idée que l'ascenseur social ne fonctionne pas. Or, il y a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus et qui montrent qu'en fait, c'est assez faux. Notamment, il y a Éric Morin qui a démontré que la peur du déclassement, l'absence d'ascenseur social, tout ça, en fait, c'est une analyse fausse de ce qu'a été l'évolution sociale. Il y a eu un grand facteur d'ascenseur social qui a été l'exode rural, c'est-à-dire qui a été la disparition de certains types de classes. C'est-à-dire que l'ascenseur social, la question que l'on doit se poser, c'est est-ce que vous vivez mieux que vos parents ou est-ce que vous appartenez à une autre classe sociale que vos parents? Et donc, tout le monde vit mieux que ses parents. Ça, c'est assez clair. C'est-à-dire que dans les années 70, vous regardez le nombre de gens qui avaient une salle de bain, vous regardez le nombre de gens qui avaient une automobile, vous regardez le nombre de gens qui avaient un téléphone, vous regardez le nombre de gens qui partaient en vacances, vous regardez la durée du temps de travail, vous apercevez que la génération qui vivait dans les années 70-80 avait un style de vie, un bien-être qui était inférieur à celui de la génération d'aujourd'hui. Donc vous avez une amélioration globale de l'ensemble de la population, donc tout le monde a bénéficié. Donc il y a eu une forme d'ascension dans la qualité de vie. Ensuite, dans le changement de classe sociale, il y a des classes sociales qui sont plus figées qu'elles ne l'étaient autrefois. Encore une fois,
pour que on soit, enfin je veux dire, je veux pas faire un cas personnel, mais mes grands-parents étaient ouvriers agricoles. Je peux pas être ouvrier agricole, il n'y a plus d'ouvriers agricoles. Donc il y a forcément un ascenseur social. Forcément, j'ai été promu. Mais est-ce que c'est pas le logement, Jean-Marc, qui prend trop de place et que finalement, comme on vit dans des surfaces qui sont plus petites que nos parents, que l'accès au crédit est plus compliqué, est-ce que ça focalise pas justement ce sentiment d'approvisionnement? Alors il y a Vous avez raison de parler de sentiment parce que il y a un sentiment, il y a un sentiment de déclassement. Et ce que dit bien aussi également François Dubé, qui est un grand spécialiste justement de l'éducation, il montre assez bien que, en fait, les deux grandes déceptions, c'est effectivement l'échec, entre guillemets, de la démocratisation qui a été une massification. Il dit, par exemple, maintenant, il y a 14 000 docteurs par an. 14 000 personnes qui ont un doctorat. Il y a l'université fournit entre 2500 et 3000 postes. Donc vous avez 10 000 personnes qui ne sont plus dans une logique qui était celle des docteurs des années 50-60, qui faisaient un doctorat et qui trouvaient assez automatiquement un poste à l'université. Avec une. De même sur le logement, vous avez effectivement des situations de concentration dans certaines banlieues qui sont des situations. C'est la France périphérique, c'est tous ces travaux-là. Et pour conclure, donc ce que disent les gens comme François, mais aussi comme Branko Milanovic qui a fait, c'est l'histoire de la courbe de l'éléphant. La courbe de l'éléphant, il dit, quand vous regardez l'évolution des revenus et des patrimoines, par grande catégorie sociale, c'est une courbe de l'éléphant, c'est-à-dire ça monte comme vers le dos d'un éléphant, ensuite ça descend, puis ensuite il y a une trompe, c'est-à-dire que les gens très riches se sont vraiment enrichis, les gens pauvres se sont enrichis, et les classes moyennes se sont moins enrichies. Or, il vient de sortir, puisqu'il travaille au niveau européen, au niveau mondial, au niveau d'un certain nombre de pays, pour montrer, et il a appelé ça la trompe s'est abaissée. C'est-à-dire qu'en fait, les classes moyennes ont plutôt, depuis 2008, ont plutôt mieux préservé leur situation que les classes les plus aisées, et les classes les plus pauvres, elles aussi, ont plutôt maintenu leur situation. Donc, quand vous maniez les statistiques, quand vous regardez, tout ça est beaucoup plus complexe qu'on ne le dit. La seule conclusion dans tout ça, c'est qu'encore une fois, il n'y a plus d'ouvriers agricoles. Et donc, cette dynamique-là de l'exode rural est une dynamique qui est effectivement derrière nous. C'est vrai que l'IBP, c'est un peu des gauchos, ça c'est certain. Mais malgré tout... Un peu est un faible mot. Ce qui est un... Non, c'est pas pour ça qu'on dit que des trucs nuls. Hein. Jean-Marc disait, quand on manipule les chiffres et les statistiques. Parce que l'INSEE a fait ses travaux aussi. J'ai ressorti avant de descendre une étude de 2019. Ils sont dans des conclusions relativement proches sur ce que je vous disais sur les inégalités monétaires versus effectivement les inégalités d'ascension sociale. Mais ils n'arrivaient pas exactement au même résultat en fonction que vous regardez les revenus des individus ou les revenus des ménages. Là, en l'occurrence, l'IBP a fait sur les revenus des ménages. L'INSEE avait travaillé sur les revenus des individus. Les conclusions n'étaient pas exactement les mêmes. Mais enfin, si on devait malgré tout prendre l'ensemble de ces travaux, et l'OCDE, à l'époque de Laurence Boone, avait fait des travaux à peu près similaires, et ben on voit qu'effectivement, si le mot inégalité, si on l'utilise dans notre pays, c'est inégalité d'accès au diplôme, inégalité d'accès au logement, inégalité d'accès aux services publics. C'est là où il y a des inégalités. Maintenant, on va arriver à des conclusions qui ne seront pas forcément les mêmes en fonction des chiffres que l'on prend. Mais je pense qu'effectivement, l'histoire de l'enseignement supérieur, de l'éducation et de l'enseignement supérieur, c'est un sujet clé. Vous avez Xavier Jaravel dans son dernier bouquin qui dit que si on arrive à considérablement augmenter le nombre de vocations dans les métiers innovants, on peut faire jusqu'à 20 milliards de PIB en plus par an. Merci à tous les deux. Vous serez là demain, Jean-Marc? Oui, mais oui. Bien sûr, vous êtes là. Mais on ne va pas m'abandonner. Pas m'abandonner tous les jours. Lundi prochain, je serai là. Ah, pourquoi qu'est-ce qui se passe lundi prochain? Lundi. On parle latin. Oui. Demain, c'est férié, mais on sera là. Jean-Marc sera dans l'émission, d'ailleurs. Absolument.